Chers collègues, bonjour et merci de votre participation aujourd'hui, également à nos collègues qui sont en salle et merci au professeur Christophe Scavé d'avoir accepté notre invitation. Donc le professeur Christophe Scavé est spécialisé en cardiologie, rythmologie et chef de clinique aux cliniques universitaires Saint-Luc. Ces centres d'intérêt couvrent tous les aspects de cette spécialité assez complexe et en particulier les arythmies comme les fibrillations auriculaires, les tachycardies ventriculaires et la mort subite. Donc, cher professeur, nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui. Voilà, et de vous recevoir aujourd'hui dans nos locaux. Nous avons eu un avant-goût la semaine dernière de votre expertise et nous sommes restés dans l'attente d'en apprendre un peu plus et de pouvoir échanger également avec vous. J'ai été agréablement surprise par votre livre Mon cœur, mon stress, ma santé. Donc c'est un livre qui interpelle, qui nous demande de nous arrêter, de penser à notre santé et d'écouter notre corps. Donc j'irais même à le considérer comme un livre de prévention, également pour les médecins du travail et les membres du comité de prévention et protection au travail. Donc ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui au niveau professionnel, c'est l'installation du stress dans la durée, comme par exemple le burn-out ou le technostress. À R&D, nous avons abordé les questions de stress et de burn-out dans d'autres conférences, mais plutôt sous l'angle psychosocial. Et vous allez nous apporter un éclairage plus approfondi qui va forcément interpeller tous les collègues qui vont vous écouter et qui vont revisionner notre conférence. Donc alors, comment apprendre à équilibrer notre corps et notre esprit? Ça, c'est la question. Et donc, nous sommes impatients de vous écouter et je vais laisser la parole à notre président Cristiano. Merci. Surtout que je vois des messages comme quoi les sons ne passent pas bien. C'est pas vraiment important que, ouais, ou qu'on n'entend même pas. Euh, c'est la connexion. Très bon son ici. Oui. Vous savez, le grand problème que nous avons, c'est que lorsque vous êtes plusieurs centaines, chacun a sa connexion, son matériel. Il y en a qui entendent très bien, d'autres qui n'entendent pas assez. Mais il est clair que s'il y en a qui entendent très bien, ce n'est pas un problème de notre installation. Donc, ce que je vous suggère, c'est souvent de vous déconnecter et reconnecter parce que parfois ça marche mieux. Je ne vais pas prendre le temps du professeur Cavé, mais je tiens à souligner que quand nous organisons autant d'événements et de conférences, nous les faisons en prenant en compte les valeurs qui sont à la base de notre action politique, sociale et des représentants du personnel. Nous pouvons convoquer des sommités, nous pouvons convoquer des experts de très haut niveau, mais il y en a qui ne sont pas forcément en phase avec les valeurs que nous défendons. Et donc, nous choisissons des experts de très haut niveau, mais qui témoignent dans leur carrière et dans leur excellence aussi les valeurs que nous voulons défendre. Le professeur Scavé, non seulement est une excellence dans son domaine d'activité, mais il suffit de voir la qualité de son ouvrage et surtout la décision qu'il a prise de consacrer tous les droits d'auteur à une association qui est dédiée à apporter des soins à des enfants défavorisés. Donc, c'est cette valeur de solidarité qui est à la base de tout ce que nous faisons, de nos conférences, de la vente de 10 000 kilos de parmesan, du fait qu'on ne fait pas payer un seul euro pour nos cours de formation, que nous témoignons aujourd'hui et nous sommes vraiment ravis d'avoir parmi nous une référence absolue. Parce qu'à côté de l'harcèlement, des risques psychosociaux, il y a aussi avant tout notre santé, que notre institution probablement très sûrement ne prend pas forcément toujours en compte. Et donc nous aidons nos collègues et aussi notre institution. Je suis sûr que nos collègues de l'administration du service médical sont parmi nous pour voir comment peut-on mieux faire pour garantir la santé et le bien-être de nos collègues. La parole au professeur Scavé, que je tiens encore à remercier pour sa disponibilité. Bonjour à tous et merci vraiment pour cette invitation qui me fait vraiment plaisir. Donc, c'était vraiment avec beaucoup d'honneur que je viens. Et puis, en tant que cardiologue, c'est vrai de discuter de ces aspects du stress et des pathologies cardiovasculaires qui ne sont pas toujours très bien connus. Et donc, c'est vrai qu'on va un peu décrypter tout ça. Le stress, c'est un terme qui c'est pas une invention de notre siècle. Hein. Le stress existe depuis des générations et des générations. Mais on a l'impression que maintenant, vous allez voir les statistiques, que ça augmente de plus en plus. Et quand on fait partie, on fait partie de la population générale, des travailleurs, etc., on se rend compte que jusque 70% des gens présentent du stress dans leur quotidien.
avec des différences entre hommes et femmes. Les femmes sont plutôt stressées que les hommes, mais bon, ceci dit, il y a quand même une grande proportion des gens qui vivent mal leur quotidien finalement, jusqu'à faire des dépressions. Et on va voir qu'il y a des relations par rapport à tous ces facteurs. Et le développement des maladies cardiovasculaires, développement qui est finalement précoce. Alors le stress, c'est dans la population quelque chose qui est considéré comme négatif dans le sens même étymologique du terme, puisque c'est un terme de 6 lettres, et il y a 3 S dedans, ça vient de stringere en latin. Donc même si les anglophones nous l'ont piqué, le stress, ça reste quand même de soude francophone. Et ce stress, il y a du mauvais, il y a du bon stress. Le bon stress, c'est celui qui nous fait avancer. Celui qu'on peut rechercher quand on veut établir des nouveaux records, quand on est sur des préparations d'événements qui ont une finalité très agréable. Mais malheureusement, c'est loin d'être le cas. Et le stress peut être de manière aiguë ou de manière chronique. Le stress, c'est finalement une réponse de l'organisme face à une situation extérieure. C'est ça le stress. Et la situation extérieure qui va nous mettre en stress, on appelle ça des stresseurs qui peuvent être d'origine physique tout simplement. On a une maladie, on a une douleur, on se casse quelque chose. Et puis vous avez des stress psychologiques, ceux qui concernent beaucoup des travailleurs actuellement, concernant en tout cas des situations qu'ils vivent au quotidien dans leur métier, surtout quand le métier ne leur donne pas entièrement satisfaction. Et je pense qu'il est très important de connaître les différences et d'aller en tout cas vers des solutions, en tout cas au moins du point de vue cardiologique, pouvoir les identifier et orienter les gens vers les bonnes personnes. Alors le stress aigu, c'est toujours un événement qui nous tombe dessus, qu'on n'a pas vu venir, qui est d'intensité variable, parce que l'intensité de cet événement-là dépend de la manière dont on le perçoit, de nos anciennes expériences. Et il y a des gens qui, face à une situation qui a l'air un peu dramatique, que ce soit la maladie, que ce soit une agression, etc., vont mieux gérer que d'autres. En attendant, c'est des situations qui peuvent mettre en péril notre organisme. Et ce stress aigu, eh bien, il va faire référence à une partie de notre cerveau qui est très ancestrale, parce que notre cerveau s'est développé au cours du temps. Et la partie la plus ancienne, la plus archaïque, en fait, s'est développée déjà il y a des millions d'années et nous permet de faire face à un danger éventuel. Et notre organisme est capable de réagir en quelques millisecondes seulement. À partir du moment où on est confronté à un danger, ça peut être une violence physique, une violence verbale, ça peut être un décès soudain, une mauvaise nouvelle qu'on reçoit, vous êtes licencié brutalement, etc. Et immédiatement, vous allez avoir une réaction physique. Cette réaction physique, elle est quasiment innée. Pourquoi un enfant qui a 4-5 ans, qui n'a jamais vu un serpent de sa vie, va prendre ses jambes à son cou quand il voit un serpent, mais c'est inscrit dans ses gènes. Et ça fait partie de ce cerveau archaïque. Et donc, c'est vrai que c'est notre première réaction, c'est de pouvoir mobiliser toute notre énergie pour faire face ou fuir un danger éventuel. Et on va voir que ça a des manifestations et des manifestations qui peuvent être absolument dramatiques. Vous avez une fréquence cardiaque qui s'accélère, vous commencez à respirer beaucoup plus vite, vous avez de la transpiration, des tremblements, vous avez tous vécu ça au moins une fois dans votre vie, et vous pouvez avoir des douleurs thoraciques. Et les douleurs thoraciques peuvent être purement fonctionnelles, c'est-à-dire même pas reliées à un infarctus ou un événement cardiaque. Ces douleurs thoraciques font partie des symptômes qu'on va ressentir et qui peuvent amplifier d'ailleurs cette anxiété, ce stress que nous ressentons. À côté de ce stress aigu qui, une fois passé, nous permet, quand on a maîtrisé cette situation-là, le corps va revenir vers un état de stabilité, un état de repos. Vous avez des stress qui sont peut-être de moindre intensité, mais qu'on vit au jour le jour, pendant des semaines, pendant des mois, voire pendant des années. Et ces stress, évidemment, vont avoir un travail de sape sur tout notre système cardiovasculaire. Que ce soit le cœur, que ce soit le rein, que ce soit notre cerveau, tout va finir par devenir extrêmement fragilisé et on va voir au niveau biologique pourquoi ce phénomène s'installe. Alors notre organisme est toujours capable de résister à des stress. À un moment donné, à force de puiser dans nos réserves, l'organisme finit par lâcher prise. Et donc on passe d'une résistance et d'une adaptation d'organisme vers un épuisement total. Et je ne parle pas que de l'épuisement psychologique, hein. C'est le travailleur qui n'arrive pas le lundi matin parce que même après le week-end, il n'a pas récupéré. C'est véritablement une pathologie qui n'est pas que mentale, c'est une pathologie
organique en fait qui s'installe et qui va expliquer pourquoi, une fois qu'on est dans la phase d'épuisement, vous allez mettre des mois et des mois pour récupérer. Donc, quand on est dans un état normal et qu'on arrive à gérer tout ce qui nous tombe dessus au quotidien, on appelle ça de l'homéostasie. C'est-à-dire que, je ne parle même pas du point de vue psychologique, mais la production de vos hormones, elle est tout à fait stable dans le temps et elle suit les cycles éveil-sommeil. Par exemple, le cortisol, on produit du cortisol le matin et puis ça s'épuise pendant la journée. Vous allez commencer à produire le soir de la sérotonine, un peu de dopamine, on va se préparer au sommeil, vous allez avoir de la mélatonine, etc. Lorsque vous êtes stressé, vous allez un peu vous adapter, vous allez avoir des petits changements physiologiques qui sont tout à fait observables, comme la fréquence cardiaque qui augmente, pas de beaucoup, mais enfin c'est perceptible. Et c'est perceptible maintenant avec les montres que les gens portent à leur poignet, parce que la montre peut vous dire, tiens, par rapport à la semaine passée, tu as plus tendance à accélérer ton rythme, etc. C'est une certaine valeur, évidemment. Et puis, alors, on a une surcharge, ce qu'on appelle la surcharge allostatique. Et la surcharge allostatique, c'est quand ce stress est devenu un peu plus sévère. Et là, l'organisme commence à vraiment puiser dans ses réserves, aller chercher des hormones qui nous défendent et qui essayent de nous maintenir dans un état de stabilité. Cet état va s'épuiser et quand l'allostasie est dépassée, on finit par avoir des événements cardiovasculaires parce qu'il n'y a plus d'adaptation possible. Et dans le stress chronique, vous avez des manifestations. Vous avez le cœur qui est trop rapide, vous avez des palpitations, vous sentez votre cœur qui bat dans la poitrine, qui bat dans la gorge, etc. Vous avoir des douleurs, votre tension va commencer à monter, vous êtes essoufflé au moindre effort. Vous avez le côlon irritable, attention que nous avons 3 cerveaux. Notre premier cerveau, là, dans notre boîte crânienne, avec ses 85 milliards de neurones. Le cœur, c'est 40 000. Et le troisième organe le plus innervé, c'est l'intestin, le tube digestif. Donc, les gens qui sont stressés au quotidien, ils ont un côlon souvent irritable parce que les 3 sont liés. Troubles du sommeil, forcément. Des troubles sexuels comme de l'impuissance ou une absence de désir. Vous voyez ici un de mes patients, je dis oui, il n'y a pas longtemps en fait, et, qui vient parce que son rythme cardiaque ne descend quasiment plus jamais. Quoi. Et à la question évidente, la relation avec une situation stressante, c'est quelqu'un qui a perdu son emploi quelques semaines auparavant et qui se retrouve dans une situation de stress psychologique. Et le rythme cardiaque monte. Et puis, il ne va plus jamais redescendre. Et ça, c'est vraiment le reflet au niveau de l'organisme d'une production anormale d'hormones. Donc, le stress chronique dans le boulot, il ne va pas se faire en une semaine, en 2 semaines. Vous travaillez depuis des années dans une entreprise qui vous met la pression en permanence. Il y a des délais, les délais sont trop courts, vous n'y arrivez plus. Et à un moment donné, même avec des périodes de vacances, vous ne récupérez pas. Et un jour, vous passez en burn-out, vous arrêtez de travailler parce que votre corps n'est plus capable. C'est juste même pas l'esprit qui est perdu, vous avez l'impression d'habiter dans un corps qui n'a plus de substance, mais en fait, physiquement, oui, il y a des choses qui vont vous épuiser. Et on va aller vers l'accident cardiaque comme l'infarctus. Et vous avez une image ici d'un infarctus, c'est-à-dire le ventricule, on voit une partie qui se contracte bien, puis une autre partie qui ne se contracte plus. C'est une urgence vitale qu'il faut pouvoir reconnaître. Alors, pourquoi parler de stress? Parce que si vous interrogez les gens, et moi je commence à avoir peur à la consultation de cardiologie, une consultation, vous avez 20 minutes, si j'ouvre la boîte de Pandore, est-ce que vous êtes stressé, est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose, etc., c'est parti. Hein. Et pratiquement chez tout le monde, on va voir qu'il y a une relation avec un événement plus ou moins spécifique. Il y a beaucoup de gens se rendent, en tout cas, on fait la relation entre leur situation actuelle et un événement qui s'est passé. J'en ai une dame là tout à l'heure à la consultation, beaucoup d'extrasystoles, c'est-à-dire des battements irréguliers qu'elle ressent. Je dis, depuis combien de temps? Depuis 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez? Oui, c'est la période où on a un enfant qui a été malade, etc. On était très stressé. Et ça continue parce qu'elle a un syndrome post-traumatique lié à un événement de sa vie qui était très chargé d'émotions. Et vous voyez que, regardez, dans les pays européens, extra-européens, on a énormément de stress dans la population et la santé mentale s'est dégradée. Voici les statistiques en France. En Belgique, pareil, parmi toutes les statistiques du monde, mais surtout depuis la COVID-19. Et là où je trouve que c'est le plus important, c'est de remarquer que le stress a augmenté chez nos adolescents. Ce qui n'existait pas avant. Il a plus que doublé. Il a augmenté chez tout le monde, mais chez les adolescents. On ne va pas rentrer dans le pourquoi du comment, mais on sait que les réseaux sociaux sont certainement un facteur décisif. Vous allez me dire, OK, on peut un peu s'occuper d'eux, etc. Mais le problème d'un enfant, d'un adolescent qui est sous stress
ils se préparent à des maladies cardiovasculaires dans les 15 ans qui suivent. C'est une certitude, on sait qu'il y a une forte relation avec le stress dans l'enfance. Donc, si on regarde les psychotropes aussi, on a une super surprescription de psychotropes, beaucoup de trop en fait. On a l'impression que c'est le seul traitement qui existe pour lutter contre le stress. Les psychotropes ne diminuent pas leur risque cardiovasculaire, ils peuvent l'augmenter. Et ça, c'est un point très important. Les malades de longue durée, il y a des 490 000 les dernières statistiques en Belgique, c'est-à-dire de gens malades pendant plus d'1 an, dont 25% sont liés à du burn-out. Et on constate aussi que ces gens-là, 10 à 15% ne retravailleront plus. Et dans la sphère médicale, on a énormément de burn-out avec des infirmières surtout qui étaient en première ligne pendant le Covid, qui ne se sont jamais remis de ça et qui ont arrêté leur métier et ils ont changé complètement d'orientation professionnelle. Alors, quand on a été cardiaque, le bien-être, ça n'existe plus en fait. Je pourrais dire la même chose avec le cancer. On voit que les statistiques du cancer ont fortement augmenté. On ne sait pas très bien chez les jeunes. À partir du moment où vous portez cette étiquette-là, bien votre bien-être, il a complètement changé. C'est plus le même horizon. C'est plus la même tranquillité d'esprit. Vous voyez les statistiques des gens anxieux, en dépression, et avec une prise en charge psychique qui est nettement sous-optimale et qui peut s'expliquer certainement par différents paramètres. Alors, vous savez ce que c'est un facteur de risque. Un facteur de risque, quand vous êtes soumis à un facteur de risque, vous allez rétrécir en partie vos artères, comme vous le voyez ici au-dessus, du cholestérol, des déchets, etc., rétrécissement, angine de poitrine, infarctus. Et les facteurs de risque, on les connaît, il y en a un certain nombre. Et on a mis en tout petit le stress ici. Mais le risque, évidemment, c'est d'avoir à un moment donné un infarctus, donc un rétrécissement qui devient significatif. Alors, est-ce que le stress et la cardiologie sont liés? Absolument. Le stress multiplie par 2,5 le risque de maladie coronaire, clairement. Un infarctus, ce n'est pas une banalité. En France, il y en a 80 000, en Belgique, il y en a 15 000 par an, avec 10% de décès immédiats. Et dans l'année qui suit, on va être sur 15%. Et le stress va peser pour 1/3 de tous ces infarctus, en dehors des autres facteurs de risque. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important. Et quand on a un stress, et vous allez voir, les statistiques sont malheureuses. Après un infarctus, on a du stress post-traumatique. Vous allez augmenter fortement les chances de récidiver. Même que vous prenez vos médicaments pour réduire le cholestérol, même que vous arrêtez de fumer, etc., c'est un gros facteur de risque indépendant. Et donc le stress et tout ce qui est psychosocial, et maintenant, si on devait faire presque une hiérarchie dans les facteurs de risque, on est monté à la 3e place. Alors qu'il n'est pas cité en premier lieu. Si vous posez la question à des gens, ah oui, ok, il y a fumée, sédentaire, obésité, bien sûr, ce sont des gros facteurs sur lesquels on peut agir, mais on n'agit pas assez sur le stress et c'est extrêmement malheureux. Alors, pourquoi le stress est devenu un agent causal? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui est stressé et on commence à stresser. Les ados, ils disent « je dép, hein, je déprime ». Bon, moi, je me souviens que j'étais adolescent, jamais je n'aurais dit à mes parents « je déprime ». Ouais, je suis un peu comme ça, mais je dis maintenant, ils dépriment vraiment, quoi. Ils ont besoin d'être pris en charge par des psychologues, etc. Et là, ça va augmenter fortement le risque cardiovasculaire, première chose. Et puis, les personnes qui ont du stress, anxiété, dépression, etc., sont enclins à adopter des comportements tout à fait malsains. Donc, ça vous pousse vers les addictions. Ça vous pousse vers la nourriture qui vous réconforte, en fait. Si vous cherchez un réconfort dans la nourriture, qui est de la malbouffe, et en fait, vous ne faites qu'empirer le risque. Et surtout le sucre. On ne parle pas assez du sucre, le sucre qui est addictif et qui augmente l'anxiété. Donc, on sait que tout ça va avoir des impacts. Alors, est-ce que à côté de tous ces facteurs, il y a des facteurs qu'on ne va pas maîtriser. On vieillit tous, bon, autant vieillir en bonne santé. Je pense que le seul endroit dans le monde où on est obligé de vivre, c'est notre corps. Donc, autant essayer de le protéger un maximum. Bon, après, on vieillit, on n'a pas le choix. Il y a des facteurs environnementaux, il y a la pollution, il y a les infections, etc. Et puis, il y a le sexe féminin dont on ne s'est jamais suffisamment occupé. Les femmes sont nettement plus à risque que les hommes, exposées aux mêmes facteurs de risque. Si elles sont diabétiques, c'est pire. Si elles ont de l'hypertension, c'est pire. Si elles fument, c'est pire. Si elles ont de l'obésité, c'est pire. Il y a plus d'obésité chez la femme que chez l'homme. Et la sédentarité, les femmes sont nettement moins actives sur le plan physique que les hommes. Donc, elles s'exposent involontairement, on va dire, si elles n'en ont pas conscience, à des facteurs de risque qui sont plus graves. Donc, l'infarctus chez la femme survient pourtant plus tard, 7 ans en moyenne plus tard qu'un homme,
mais l'infarctus est plus délétère chez les femmes parce qu'il est souvent même pas diagnostiqué. Parce qu'une femme qui arrive aux urgences et qui se plaint de douleur dans la poitrine, qu'est-ce qu'on va lui dire? Il est temps d'aller vous reposer et on ne va pas nécessairement penser à un infarctus. On dit toujours que les femmes sont protégées par leurs hormones, ce qui est strictement faux. Quand on est au travail, il existe aussi différents, vous savez, différents caractères. On a le profil A, le profil B, le profil D et même le colérique. Et la question, c'est de savoir, est-ce que mon trait de personnalité, quand je suis au boulot, là, tous les jours, quand j'ai quitté ma maison, où j'étais calme, etc., est-ce que la façon dont je vois ou je perçois mon job va avoir de l'influence sur mon risque cardiovasculaire? Eh bien, oui. Donc, quand vous êtes un type A dans les années 70, on disait, voilà, ce type de personnalité, c'est celui le plus à risque. C'est qui le type A? C'est le gars qui a toujours quelque chose à dire, il veut prendre le lead sur tout le monde, il est assez impatient, il se lance dans tous les projets qu'on va donner, pas sûr qu'il va les mener à terme. Mais en tout cas, son job, c'est sa vie, plus que sa vie privée, etc. Il y en a sûrement qui doivent se reconnaître là-dedans parce que moi, chez moi, dans mon équipe, j'en ai où c'est toujours les premiers à tout vouloir faire, etc. Et c'est défavorable pour la santé. Vous augmentez votre risque cardiovasculaire de x2 et d'infarctus en particulier. À l'inverse, si vous êtes le classique B, c'est-à-dire très calme, peu agressif, très ouvert aux autres, etc., c'est sûr que faire votre job, c'est votre responsabilité, mais vous savez que vous avez à côté, à côté de la vie professionnelle, une vie familiale que vous voulez défendre et vous essayez de bien balancer. Et c'est vrai que ces patients-là, ces personnes-là, si elles ont des facteurs de risque, seront moins sujettes à faire des infarctus. Ceci dit, quand on est en type B, qu'on se sent bien, qu'on ne s'inquiète de rien, etc., ben, quand on a des douleurs, on va négliger ça, alors que c'est un infarctus si on va arriver trop tard à l'hôpital. Si on a des médicaments à prendre pour la tension et la tension n'a pas de symptômes, on aura plutôt tendance à dire, bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je me sens bien, je ne vais pas les prendre. Donc, il y a quand même des conséquences. Le type D, c'est celui qu'on n'aime pas en cardiologie. C'est celui qui réfrène ses émotions, mais s'il en a, c'est toujours négatif, toujours à critiquer tout, qu'il ne sera jamais content de rien. Il est peu sociable, hein, il ne faut pas aller lui parler, il est devant son bureau, il est toujours occupé à faire des tas de bazar, on ne sait pas très bien quoi parfois. Il est plutôt irritable et on sait que ça, c'est un mécanisme assez important de développement des maladies cardiovasculaires. Vous voyez, risque d'infarctus x4. Et la Société européenne de cardiologie dit, bah, tiens, ça c'est un profil qu'il faut rechercher après un infarctus et envoyer en psychothérapie. On ne parle pas des autres. Alors si vous êtes un hostile violent, on parle de l'hostilité, de la violence en voiture, hein, les gens, une fois qu'ils rentrent dans leur bagnole, deviennent tarés. Mais la violence au quotidien, c'est vraiment pas bon. Ça augmente, vous voyez, jusqu'à 10 à 15 fois le risque d'infarctus, en particulier chez les hommes d'âge moyen, chez qui ça arrive le plus souvent. Et cette forme d'hostilité, on pense qu'elle est liée à une partie de notre cerveau très ancestrale qu'on appelle le cerveau reptilien, qui est ce cerveau qu'on a hérité des premiers hommes et qui est le cerveau de la survie, en fait. Ils sont toujours en survie totale avec protéger leur territoire, ils sont prêts à se battre avec tout le monde. Vraiment un mauvais facteur. Alors, interaction cœur-cerveau, on va essayer de comprendre ça. Le cerveau, 85 milliards de neurones, tous interconnectés. Vous avez des neurones connectés à 10 000 autres. Hein, donc, un neurone, c'est vraiment une structure fondamentale. Et notre cerveau, il se développe très tôt pendant l'embryogenèse et vous allez voir qu'il a beaucoup de plasticité. Et il va se développer au cours du temps. Donc, il n'est pas que génétique. Hein. On devient un être humain justement par nos rapports sociaux. Et grâce à ce cerveau qui est doué de cette fameuse plasticité, puisqu'on apprend encore tous les jours. Ça va nous permettre aussi peut-être de mieux gérer notre stress. Alors, c'est comme je dis ici, je reprends Erasmus Roterodamus qui disait qu'on ne va pas naître comme un humain, on a un capital cellulaire à la naissance qui est une terre vierge qui va s'ensemencer de tout notre savoir, tout ce que nous allons apprendre et aussi malheureusement de nos émotions. Donc on peut dire qu'on va naître 2 fois à la naissance et puis avec une instruction. Et ça permet évidemment, comme on développe un réseau social aussi, de développer notre résilience. Et c'est vrai qu'en cardiologie, maintenant on parle de psychocardiologie et de psychologie positive. C'est quelque chose sur lequel on va toujours insister au niveau des patients parce que quand on vous dit de faire de la méditation et de le faire de manière régulière,
vous modifiez votre cerveau. Vous allez spécifiquement augmenter certaines zones du cerveau, éteindre des zones dont on va parler comme le système limbique ou les amygdales cérébrales. À l'inverse aussi, si vous avez vécu un traumatisme dans l'enfance, on sait que vous allez modifier la fonction de votre cerveau dès l'enfance et ça va être inscrit à un tel point que vous modifiez votre génétique, on appelle ça l'épigénétique. L'épigénétique, c'est-à-dire l'ADN ne va pas être modifié, mais on va modifier l'expression des gènes au point de communiquer à sa descendance un état de stress qui est plus important, qui est plus violent en fait. Et donc ça, c'est extrêmement malheureux parce que les enfants ne s'en occupent pas toujours trop. Mais quand j'apprends dans une classe en école primaire, il y en a 3 par classe qui ont des abus sexuels. Et ça va préparer le terrain des addictions et des maladies cardiovasculaires, on en est convaincu de ça. Alors notre cerveau va continuer à se générer, hein, donc il produit des neurones, on va continuer à produire des neurones, donc on n'est plus dans les anciennes hypothèses où le cerveau est fixe, il arrive à la naissance, oui, il va encore prendre du volume, mais il ne peut pas reproduire des nouveaux neurones. Bien sûr que si, il produit des nouveaux neurones en permanence, 30 à 40 000 tous les jours supplémentaires, surtout dans une structure qu'on appelle l'hippocampe. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important. Quand vous êtes en dépression et quand vous êtes en stress, vous diminuez le nombre de vos neurones. Donc, les IRM fonctionnels et la neuropsychologie a montré que certaines structures qui étaient toujours le centre des émotions, le centre de vos ruminations, quand vous êtes anxieux, vous avez des ruminations. Et 90% de vos ruminations, c'est celle de la veille. Et 90% de ces ruminations sont des pensées négatives. Eh bien, vous diminuez finalement le nombre de vos neurones. Et vous vous préparez à faire de l'Alzheimer. Donc la neurogénèse existe à tous les âges, sauf si on arrête d'apprendre, si on est stressé, si on est sous psychotrope, les 3 sont quasi liés, si nous sommes sédentaires ou si nous n'avons plus de tissu social. Donc il faut absolument continuer à apprendre, à faire de l'exercice physique et de la cohésion sociale pour augmenter cette neurogénèse et éviter une dégradation de nos structures cérébrales. Alors, c'est important de savoir comment l'interaction maintenant entre ce cerveau qui arrive à se réparer, qui a beaucoup de plasticité, et puis notre cœur. Au départ, notre cœur, au niveau embryologique, on parle ici, les cellules cardiaques initiales se trouvent au-dessus de la tête. Donc, on ne dit pas qu'on a le cœur sur la main, on a le cœur au-dessus de la tête, et puis elles vont migrer lors de la formation de l'embryon. Et à 6 semaines, le cœur commence à battre. Et il va battre toute notre vie jusqu'au dernier jour, sans congé payé. Lui, il ne se plaint de rien. Il va travailler non-stop depuis la 6e semaine. C'est-à-dire que la maman ne sait même pas encore qu'elle est enceinte. Les cellules cardiaques qui commencent à fonctionner, ce n'est pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de cœur encore. C'est une espèce de petit bourgeon qui se met à battre, comme je vous le montre ici. Et il n'y a pas de circulation sanguine. Il n'y a pas de globules rouges, il n'y a rien. Pourtant, c'est le premier. C'est comme un battement de tambour qui naît tout d'un coup, comme ça, de nulle part, et qui va continuer toute notre vie. À 15 semaines, on a un embryon qui fait 9,5 cm, et vous voyez que notre cœur pompe déjà 24 litres de sang par jour. Et c'est vrai que c'est une période où l'embryon va se développer très fort. Et on a 140, 150 battements par minute, une fréquence cardiaque beaucoup plus grande que celle que nous avons. Si vous prenez vos pulsations maintenant, vous êtes entre 60 et 90 battements par minute. On va comprendre pourquoi, quelle est cette différence. Parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas encore de connexion entre le cerveau, qui est juste à proximité, et notre cœur. À l'inverse du cerveau, qui produit sans cesse des tas de nouvelles cellules, le cœur, une fois qu'il est lésé, il fait 100 000 battements par jour, il vous remplit une citerne à mazout tous les jours. Une fois que vous avez lésé votre cœur parce que vous avez fait un infarctus, parce que vous avez trop de tension artérielle, par exemple, trop de cholestérol, du diabète et compagnie, le cœur, une fois meurtri, il va cicatriser. En cicatrisant, il va remplacer le tissu qui se contracte par de la cicatrice qui ne fonctionne plus, en fait, et qui nous amène vers les complications majeures telles que l'insuffisance cardiaque. Alors, le cœur est totalement connecté au système nerveux par des connexions qui lui sont spécifiques, en fait. Et le cœur est connecté aussi par le système hormonal. Les hormones, ce sont des substances chimiques qui sont produites, en particulier par le cerveau, et qui vont venir actionner le cœur d'une certaine manière. Alors, on sait que dans notre système nerveux, il y a le système nerveux central, j'en parle pas, il y a le système nerveux périphérique, avec des voies préférentielles
vers le système, vers le cœur, qu'on appelle le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est le système nerveux qui va commander la fréquence cardiaque, qui va compenser la tension artérielle, notre température, qui va nous faire uriner, qui va nous faire digérer, etc. Et ce système nerveux autonome est le système principal de connexion avec notre cœur. C'est sous notre conscience. Donc, on a l'impression qu'on ne peut pas modifier ça, mais je vous apprendrai qu'il y a moyen de le faire. Alors, si vous avez un état de relaxation, vous fonctionnez avec le nerf vague. Tout le monde a déjà entendu parler du nerf vague, hein, qui produit une substance qui est l'acétylcholine, et le nerf vague ralentit le cœur, vous met en repos. Et donc, c'est un effet très important parce qu'un cœur qui est au repos consomme moins d'énergie et donc est moins lésé. À l'inverse, lorsque vous êtes en état de stress, ou si vous faites un exercice physique, si vous tombez malade, si vous faites de la température, si vous développez une maladie, vous allez activer le système sympathique, donc, qui est le système du stress. Le système parasympathique, c'est le nerf vague, c'est la relaxation. Et l'état de stress, ça va être notre système nerveux sympathique. Et imaginez que le cœur est bombardé d'informations d'un système et de l'autre. Le tout, c'est de trouver un équilibre. Quand on est sous stress, on produit ce qu'on appelle des catécholamines, c'est-à-dire des substances qui accélèrent le cœur, qui augmentent la tension artérielle, qui augmentent notre respiration, qui met notre cerveau en vigilance, alors qu'il devrait se reposer. Je demande si vous pouvez plus proche. Oui, ça je peux faire. Comme ça, c'est mieux? Oui. Voilà. Et à l'inverse de notre embryon qui est un peu déconnecté du cerveau au départ, vous voyez qu'ici, le cerveau est bien balancé. Le cœur est bien balancé, entre l'état de relaxation et l'état de stress. Et donc, avec une fréquence cardiaque, notre fréquence cardiaque, c'est 60-90 par minute. Faites de la méditation, vous allez tomber à 60. Soyez stressé, colérique et tout, vous allez monter à 110, 120. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'essayer de rester dans cette fourchette comme celle-là. Alors, si on regarde une fréquence cardiaque durant 24 heures d'un patient qui est bien équilibré, eh bien, on va reconnaître le système sympathique quand sa fréquence cardiaque s'accélère. Et on voit que le soir, quand il va aller se coucher, ou en tout cas quand il est au repos, on a une belle fréquence cardiaque qui diminue. Donc, il respecte vraiment les cycles d'éveil, sommeil, de relaxation, d'activité. Et c'est vraiment une courbe extrêmement physiologique. Donc, le cerveau fonctionne bien en adéquation avec son cœur. C'est quelque chose que nous aimons bien. Quand on parle de cohérence cardiaque, la cohérence cardiaque, c'est la manière dont le cerveau et le cœur sont en influence l'un envers l'autre par rapport au rythme. La cohérence cardiaque, on parlait de ça avec un médecin ou avec un cardiologue, ils ne connaissent pas en fait. Cohérence cardiaque, ils ne savent pas vous expliquer ce que c'est. Par contre, ils connaissent ce qu'on appelle la variabilité sinusale. Et les deux sont extrêmement liés. C'est quoi la variabilité sinusale? C'est voici les pulsations d'un individu qui est au calme. Et quand il a une bonne variabilité sinusale, son système parasympathique, donc de la relaxation, fonctionne bien. C'est très facile à faire le test. Vous inspirez, vous devez constater que votre rythme s'accélère un petit peu. Vous expirez. Et surtout si l'expiration est prolongée, vous allez avoir une fréquence cardiaque qui diminue. Pourquoi? Ça a l'air un peu simpliste comme ça, mais par la respiration, je peux influencer mon système nerveux autonome. Pourtant, je vous disais, il est sous notre état de conscience, en fait. On ne peut pas l'influencer ici. Il y a moyen, juste par la respiration, quasiment. Et par la respiration, si je fais, au lieu de respirer 10, 12 fois par minute, comme les gens le font habituellement, si je respire plus que 5, 6 fois par minute, eh bien, vous allez voir tout de suite, en 5 minutes, votre fréquence cardiaque va diminuer. Bien entendu, vous stimulez votre système parasympathique. Donc, quand on dit j'ai une fréquence cardiaque à 60, c'est jamais 60. C'est 55, 58, 59, 62, 64, etc. Ça varie tout le temps. C'est la variabilité sinusale. Et il faut respecter cette variabilité sinusale. Voici quelqu'un qui est couché, sa fréquence cardiaque pendant 5 secondes. Là, quelqu'un qui se met debout, sa fréquence cardiaque, elle augmente, ce qui est logique. Se mettre debout, c'est un petit stress. Mais on voit qu'elle n'est jamais stable, la fréquence cardiaque. Et ça, c'est typiquement la variabilité sinusale. Vous pouvez faire ça avec une montre connectée, si vous voulez. Le stressé, le voilà, c'est l'électrocardiogramme de celui qui arrive à la consultation. Il n'y a plus rien qui va, il y a des palpitations, il a des douleurs, il ne dort plus, il est sous psychotrope ou pas encore, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et vous voyez tout de suite sa fréquence cardiaque beaucoup plus rapide. Mais il n'y a plus de variabilité de rythme. Il va rester tachycarde quasiment tout le temps. Donc la variabilité sinusale sur le plan cardiovasculaire, c'est véritablement un élément clé qu'on va observer en état de dépression, anxiété, stress.
Et c'est un facteur prédictif de plus de rigidité au niveau de mes artères, donc d'hypertension artérielle. Quand on a une maladie coronaire qui se développe parce que je fume, parce que j'ai de l'hypertension, bien, ça va s'aggraver, bien entendu, et c'est un facteur prédictif de mort subite, et en particulier chez les gens qui ont des maladies cardiovasculaires déjà avérées. Voici une fréquence cardiaque que je vous ai montrée tout à l'heure, où il n'y a plus quasiment de variabilité du rythme. Là, on est un cœur bombardé par le système sympathique, par l'adrénaline. Alors, je ne vais pas la doser dans le sang de ces gens-là. Les catécholamines, on ne va pas les doser, hein, mais on est certain qu'au niveau des nerfs, du système sympathique, il y a de l'information qui est continue et il n'y a plus de relaxation. Et donc, c'est vrai qu'il existe maintenant des logiciels où vous pouvez prendre votre fréquence cardiaque pendant 1 minute, 5 minutes, etc. On fait ça à l'hôpital, mais sur des périodes beaucoup plus longues. Et vous allez décortiquer votre fréquence cardiaque. Est-ce que je suis plutôt sympathique? Est-ce que je suis plutôt parasympathique? Ou est-ce que je suis en bon équilibre? Cette variabilité sinusale est importante aussi chez les sportifs. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi sur un grand match, vous voyez la star de l'équipe qui est sur un banc et qui ne joue pas? Parce qu'ils ont analysé sa variabilité sinusale. Ils ont estimé que sa variabilité sinusale n'était pas bonne. Et donc, il allait sous-performer d'un point de vue physique, et donc on le laisse sur le banc plutôt que de le faire jouer. Pourquoi il a une mauvaise variabilité sinusale? Parce qu'il s'est trop entraîné. Le surentraînement a comme conséquence une diminution de la variabilité sinusale, et donc des performances physiques. Hein. Quand vous êtes tachycarde tout le temps, vous n'allez pas pouvoir faire un marathon pour être un match de tennis. Donc, c'est un élément qui reste important. Alors, quelle relation aussi avec nos émotions? Parce qu'il y a une énorme relation entre le stress et ce système ortho- et parasympathique. Ben, il faut aller voir un peu ce qui se passe dans nos émotions. Quand nous sommes confrontés à des émotions, on fait intervenir la structure principale qui est notre système limbique. Et dans le système limbique, ben, c'est les amygdales cérébrales. Et alors, c'est vrai que dans les souvenirs, on dit toujours il y a un souvenir froid. Si je vous donne mon numéro de téléphone, vous n'allez pas le retenir comme ça. Il y a des souvenirs chauds. Tout le monde se souvient d'une odeur, d'un goût particulier, de quelque chose qui, dans notre enfance, nous a marqué. Pourquoi? Parce que plus le souvenir est associé à une émotion, plus il va être marquant. Et un souvenir marquant va influencer fortement le rythme cardiaque. Donc, le 11 septembre 2001, toutes ces images, tout le monde les connaît, mais si je vous pose juste une question maintenant, je pense que la majorité vous me répondent, que faisiez-vous ce jour-là? Et automatiquement, le souvenir est revenu, je pense. Hein. Normalement, eh bien, c'est votre amygdale qui vient de vous répondre, en fait. Et j'ai eu un patient à la consultation il y a 2 jours qui a un syndrome post-traumatique après un accident cardiaque. Et il ne l'exprime pas, ce syndrome post-traumatique, mais stress avec son enfant, avec sa femme. Et il ne comprend pas bien un stress post-traumatique. Je lui ai dit, le 11 septembre, vous faisiez quoi? Il m'a répondu directement. Je dis, voilà, c'est votre amygdale qui fonctionne. Et maintenant, votre stress, ben, vous avez surchargé votre amygdale avec une information qui n'est pas bonne. Enfin, c'est qui est bonne dans le sens où il a eu un événement cardiaque. L'événement cardiaque, il est guéri de cet événement cardiaque, mais l'amygdale cérébrale, elle est en train de tourner en permanence. Et c'est sûr qu'on ne va pas aimer ça. Pourquoi on ne va pas aimer ça? Parce que regardez ici, on a eu des arythmies terribles pendant la période du 11 septembre. Pas des gens dans les tours, quand ils sont morts, mais des gens qui vivaient à proximité, qui ont vu. Et beaucoup étaient porteurs d'appareils qui étaient capables de détecter et de traiter des arythmies. Et il y a un pic énorme par rapport aux autres années d'arythmies cardiaques sévères. Et cette information-là a déjà été répercutée dans d'autres événements, que ce soit des tremblements de terre à Los Angeles, que ce soit la guerre d'Irak, etc. Les gens qui étaient témoins directement avaient une telle stimulation qu'ils augmentaient leur risque cardiovasculaire et sous forme de mort subite ou d'arythmie cardiaque. Donc ça, c'est un phénomène très important. Alors c'est vrai que le stress aigu, est-ce que ça va être grave ce stress aigu? Ben, quand on a un stress aigu, ben, notre amygdale cérébrale, elle se met en branle hein, directement, notre hypothalamus va produire des hormones. Ça prend 50 millisecondes pour produire nos hormones et vous aurez compris que vous allez activer votre système sympathique. Et donc, ce système sympathique, c'est notre système d'alarme immédiat qui nous permet de survivre, de combattre, de fuir éventuellement. C'est l'adrénaline. Hein. C'est quoi l'adrénaline? C'est la substance qu'on utilise dans le SMUR, hein, dans le SAMU, en salle d'urgence pour réanimer des gens. On la produit naturellement, mais à des taux énormes. Et ça, c'est proportionnel à notre émotion, à la manière dont on vit un événement. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez appris, si vous êtes un combattant
Si vous appelez McConnor et qu'on vous agresse dans la rue, je pense que ça ne va pas être un gros problème. Et si vous êtes quelqu'un de très fragile, etc., vous allez vivre cet événement comme étant quelque chose de terrible. Donc l'adrénaline est une substance tellement importante qu'elle peut donner et causer des événements immédiats. Et on parle du Takotsubo, qui est le syndrome du cœur brisé. C'est-à-dire que lorsque vous produisez de l'adrénaline en énorme quantité, vos artères se referment, ce qui explique tension artérielle élevée, fréquence cardiaque élevée, et les artères du cœur se ferment jusqu'à faire un infarctus de stress. Les infarctus de stress, un des derniers que j'ai vus, c'était une dame qui s'était fait agresser dans un parking. Elle avait survécu, ce n'était pas une énorme agression, mais elle avait 75 ans et elle a fait un gros infarctus juste à cause de cet état de stress. Et on appelle ça un takotsubo parce que ça fait référence ici à une petite amphore utilisée au Japon pour capturer des poulpes. Et c'est l'aspect que le cœur va prendre dans ce type d'infarctus, dont les présentations cliniques sont exactement pareilles, un infarctus lié à des caillots de sang. Et on voit très bien le spasme de l'artère. L'artère est quasi belle, hein, mais elle se referme à cause des catécholamines. C'est plutôt les femmes âgées, c'est 80-90% de femmes ménopausées qui ont ce type d'événement. Est-ce qu'on peut faire une mort subite? Bien sûr qu'on peut faire une mort subite. Ça a été décrit déjà dans les années 40 par Cannon ici. Le vaudou death, c'est-à-dire des décès soudains lorsque les gens étaient confrontés à des événements majeurs, y compris émotionnels, sur de l'affectif, hein, le décès d'un proche, d'un enfant, etc., une maladie qui tombe comme ça, les gens faisaient des morts subites. Donc oui, on peut mourir quand on est inondé de catécholamine. Alors dans des formes un peu plus subaiguës, on n'est pas encore dans les formes chroniques, la mort subite existe. Il y a un syndrome qui a été décrit au Japon chez les travailleurs, le karoshi, qui concerne des travailleurs qui travaillent 24 heures de suite sans jamais se reposer, ou qui, pendant la semaine, ont travaillé 5 jours ou 6 jours de suite à 16 heures par jour. Vous allez me dire, wow, ça vous arrive de travailler 16 heures sur une journée, etc. Donc, avec une pression psychologique supplémentaire, ça augmente fortement le risque de décès. Alors, quand l'adaptation est dépassée, on va expliquer ça par la biologie. C'est vrai que quand on a un stress chronique, qu'est-ce qui va expliquer qu'on va développer plus vite comme ça ces maladies cardiovasculaires? Il y a des hormones qui interviennent. On a vu les catécholamines, bien entendu. Mais il y a d'autres systèmes qui vont se mettre en place parce que les catécholamines, l'adrénaline, noradrénaline, on continue à en produire en excès. Mais on va faire intervenir un autre organe qui sont les surrénales. Et les surrénales sont les petites glandes au-dessus de nos reins et qui produisent une substance qu'on appelle le cortisol. Et le cortisol, c'est indispensable à la vie. Si vous retirez votre cortisol, vous ne vivez pas 48 heures, c'est sûr. On meurt par état de choc, etc. Le cortisol maintient nos défenses, notre tension artérielle, notre fréquence cardiaque correcte, etc. Mais si vous avez produit trop de cortisol parce que vous êtes en stress, cortisol, c'est surtout le matin et puis il s'épuise pendant la journée. Et ici, vous avez du cortisol qui reste très élevé en permanence. Ça donne quoi? Ça donne de l'hypertension. Ça accélère le vieillissement de nos artères. Donc, on a de l'athérosclérose, ce qu'on appelle la dysfonction endothéliale. Une artère normale se dilate quand il y a du stress, quand il y a de l'effort physique, etc. Et dans le stress chronique, elle finit aussi par se refermer. Ça augmente le sucre, diabète de type 2. Ça augmente le cholestérol, obésité. Ça donne des arythmies cardiaques, de l'insuffisance cardiaque, le cortisol trop élevé. Et puis, ça affaiblit tout notre système immunitaire, en fait. C'est un anti-inflammatoire qui diminue le fonctionnement de nos globules blancs. Donc, on fait plus d'infections. Et ça attaque le cerveau. Donc, c'est un peu à nouveau le serpent qui se mord la queue. Vous avez du stress amplifié. Et un stress amplifié va amener vers de la dépression, des addictions, etc. Et renforcer le risque de maladies cardiovasculaires. Est-ce qu'on peut doser le cortisol? Oui, on fait des dosages. On ne va pas le faire en pratique chez les gens qui sont stressés. On va le chercher chez des gens qui, parce qu'ils ont une tumeur sur la surrénale, ils en produisent de trop. On sait très bien, il y a des études qui ont été faites, qu'on peut mesurer le cortisol sur les mois qui précèdent. Comment est-ce qu'on fait ça? Il suffit de prendre un cheveu. Le cheveu va pousser de 1 cm par mois environ. Et dans le cheveu se concentre votre imprégnation en cortisol sur le mois passé. Je prends 3 cm, j'ai 3 mois d'imprégnation en cortisol. Et on se rend compte que lorsque vous avez un taux de cortisol trop élevé, votre risque d'infarctus est multiplié par 5. Et donc, c'est vrai que c'est quand même une donnée importante. Maintenant, pas courir chez votre médecin généraliste avec une touffe de cheveux.
il fera pas le dosage, hein, parce que c'est pas nécessaire, mais on sait ça. En tout cas, ça nous a permis d'expliquer le mécanisme, en tout cas, de relation avec le stress. Alors, l'anxiété, c'est différent du stress qu'on vit au quotidien. Les anxieux, c'est des gens qui ont peur de tout, hein, quasiment, ou ils anticipent un danger qui n'existe peut-être pas ou qui n'existera jamais, en fait. Hein. Je ne sais pas, vous croisez votre patron, il ne vous a pas dit bonjour, vous dites, bon, la semaine passée, il m'avait quand même fait une petite remarque, donc là, il est en train de préparer mon licenciement. Ça, c'est de l'anxiété. Ou je ne vais plus me promener dans les bois parce que j'ai entendu dire que dans les bois, dans ce bois-là, il y a déjà eu ceci ou cela, donc je ne vais pas y aller, on ne sait jamais, etc. Ça, c'est de l'anxiété. Alors, dans les anxiétés, il y a beaucoup de choses. Il y a les TOC, hein, les troubles obsessionnels compulsifs, les phobiques, vous avez les troubles paniques, etc. Et tout ça à la même enseigne. Hein. Donc, si vous avez des TOC, plus de risques cardiovasculaires. Si vous êtes un phobique, plus de risques cardiovasculaires. Tout a été démontré dans la littérature, c'est absolument vrai. Et ça augmente vos risques de cardiaque de 4 fois. Donc, l'anxiété, ce n'est pas très bon. Les femmes sont plus anxieuses que les hommes, paraît-il. En tout cas, les données épidémiologiques montrent cela parce qu'elles sont impliquées dans des tas de choses que les hommes ne gèrent pas au quotidien. Donc, elles sont plus vite anxieuses, elles s'inquiètent plus vite des enfants, elles s'inquiètent plus vite de la santé de tout le monde et elles s'occupent moins d'elles. Donc, elles sont plus à risque. Alors, la dépression, c'est aussi un autre facteur très important. Donc, vous voyez les statistiques. La dépression va augmenter votre risque cardiovasculaire et quand vous avez eu un risque cardiovasculaire avéré, la dépression va augmenter très fortement. Et il y a une relation dose-effet. Plus je suis déprimé, plus le risque est important. Le problème de la dépression, c'est que c'est sous-diagnostiqué. Les gens ne s'en rendent pas nécessairement compte. Ou s'ils s'en rendent compte, ils ne vont pas aller nécessairement consulter. Et en particulier, nos patients cardiaques, on voit que leur vie a complètement changé et il n'y a pas eu de prise en charge psychologique. Si, pendant l'hospitalisation, mais finalement, plus tard, ils continuent à décrépir et au final, ça va avoir des effets. L'effet direct de la dépression sur le cœur, c'est produire trop de cortisol et des catécholamines. Et les effets indirects, c'est à nouveau les attitudes comportementales et surtout, on ne se soigne pas. Donc, on ne prend pas ces médicaments parce que là où je suis docteur, je ne peux pas tomber plus bas. À quoi bon prendre vos pilules pour le cholestérol? À quoi bon arrêter de fumer? C'est encore bien la seule chose qui me relaxe parce que quand on fume, on produit de la dopamine. Et la dopamine, c'est un effet un peu relaxant. Donc, pourquoi arrêter tout ça? C'est les seules choses qui me font encore du bien et vos pilules, vous pouvez les garder, etc. Et ce qui explique très fortement que les gens qui sont déprimés, plus de la moitié n'arrêteront pas leurs facteurs de risque. Hein. S'ils étaient fumeurs avant un infarctus, ils continueront à être fumeurs. S'ils avaient de l'hypertension, de l'obésité, de la sédentarité, ils ne vont pas corriger ces facteurs de risque et ça va nettement augmenter leur risque. Le syndrome post-traumatique est aussi quelque chose qu'on voit. Je vous racontais là tout à l'heure l'histoire de ce patient. Donc, quand on a eu un événement cardiaque, il est tellement inscrit dans nos amygdales cérébrales qu'on ne pense plus qu'à ça. À partir du moment où on fait des cauchemars, qu'on est complètement braqué sur cette situation-là, qu'on ne digère pas l'événement, on peut considérer qu'on tombe dans un syndrome post-traumatique. Le syndrome post-traumatique, c'est ce qu'on a décrit les militaires qui revenaient du Vietnam, etc. C'est les premières descriptions aux États-Unis. C'est une véritable maladie mentale qui doit être diagnostiquée et prise en charge parce que vous voyez à nouveau les statistiques sur les infarctus et les risques de récidive. Quand on a du stress, il y a de l'hyperventilation aussi qui accompagne tout ça. Si vous avez de l'anxiété, de la dépression, l'hyperventilation. Ailleurs, là, la forme d'hyperventilation qu'on connaît, c'est la crise de tétanie, de panique totale, où les gens respirent à 50 par minute. La respiration habituelle, c'est 10-12 fois par minute. Et l'hyperventilation, dès que vous respirez plus que 15-20 fois par minute, vous êtes en fait en hyperventilation. Pourquoi je dis ça? C'est que quand vous êtes anxieux et que vous hyperventilez, eh bien, vous augmentez votre anxiété par le mécanisme de la diminution du CO2. Le CO2, c'est ce qui est expiré pendant la respiration. Plus je respire vite, plus j'élimine du CO2. Et mon CO2, pourtant, est indispensable. Il ne faut pas vivre avec un taux de CO2 qui est très bas. Donc, il faut déjà être très attentif au niveau de sa respiration quand on est anxieux ou dépressif. Pourquoi? Parce qu'au-delà des formes caricaturales de tétanie, ça augmente notre niveau d'anxiété. L'hypertension fait partie des risques du stress. Et l'hypertension, il faut se faire diagnostiquer. Donc, si vous avez plus de 40 ans, il faut au moins, si vous n'avez pas connu encore votre chiffre de tension artérielle, il faut le faire.
le dépistage parce que c'est un tueur silencieux. On n'a pas de symptômes quand on est hypertendu. Rarement on a des symptômes, genre avec des grosses tensions qui ont des céphalées, etc. Mais faire le diagnostic d'hypertension est très simple et quand on traite son hypertension, on diminue vraiment des complications sérieuses. Hypertension est liée à l'AVC, donc accident vasculaire cérébral, infarctus, arythmie cardiaque. Donc n'oubliez pas de faire ce dosage, cette mesure de tension artérielle et les appareils à domicile sont tout à fait fiables, on les recommande. L'infarctus lié au stress, les signes de l'infarctus, moi je le rappelle, hein, c'est une douleur thoracique qui est constrictive, irradiant dans la mâchoire, les dents, le bras gauche qui dure plus de 20 minutes. Hein, ce n'est pas un picotement, ce n'est pas une aiguille, ce n'est pas une petite pression, c'est rarement dans le dos, etc. D'accord? Mais donc c'est un étau qui se resserre comme si on mettait un pied sur votre thorax. Même si vous avez l'air d'être encore en vie quand la douleur apparaît et que ce n'est pas du 10 sur 10, mais du 5, du 4 sur 10, vous allez aux urgences. Hein. Vous appelez le 112, voilà, j'ai une douleur, ça a l'air bien suspect, etc. Ils vont vous prendre au sérieux. Il faut toujours consulter les urgences au plus vite. Il y a trop de retard de diagnostic et les femmes ont des retards de diagnostic, surtout en post-ménopause, parce que cette douleur est moins souvent présente et on a plutôt de l'anxiété de fait. Elles sont pas bien, elles sont anxieuses, elles hyperventilent, etc. Et en fait, c'est un infarctus qui se déclare et de manière atypique. Donc, il y a un retard de diagnostic et donc une augmentation du risque de mortalité. L'autre problème, on en a parlé tout à l'heure, c'est la fibrillation atriale que j'estime important de parler ici. Le stress est un gros facteur de fibrillation atriale. 150 000 personnes en Belgique souffrent de fibrillation atriale. Les fibrillations atriales, c'est un rythme très rapide, on a 130, 140, et totalement irrégulier. Il suffit de prendre ces pulsations et le rythme est totalement irrégulier, on peut palper son pouls. Si vous avez une montre connectée de type Apple Watch, Withings, certaines Samsung, etc., font de l'autodiagnostic qui est très fiable. Donc, si vous pensez souffrir de ce genre de choses et qu'une consultation chez un cardiologue est trop éloignée, investissez ou activez votre montre Apple Watch. La fibrillation donne des AVC. 20% des AVC sont liés à la fibrillation atriale. Et donc, malheureusement, on forme un caillot dans le cœur et ce caillot va migrer vers le cerveau et donner un infarctus cérébral. Malheureusement, les gens n'ont pas toujours conscience de leur rythme irrégulier et arrivent aux urgences quand la complication est là avec un AVC. Et même si le cerveau sait se réparer, quand il y a des grosses séquelles, c'est parfois très compliqué de survivre à ces séquelles-là. Donc, consultez dès que vous avez des douleurs, irradiant la mâchoire, les dents, le bras gauche, douleur en étau, pas bon, qui dure plus de 20 minutes, de l'essoufflement, malaise, perte de connaissance. Quand il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre quotidien, ça ne va pas. Si vous êtes sportif et que l'essoufflement, tout ça, vous ne connaissez pas, mais que dans votre entraînement physique, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous êtes essoufflé beaucoup plus vite que prévu, il faut consulter. Hein. Chez les sportifs, il y en a toujours beaucoup qui consultent trop tard parce qu'ils se disent moi je ne fume pas, je fais du bon sport, etc. Mais ce n'est pas génial. Il faut consulter. Alors, est-ce que ce soignant, on parlait là tout à l'heure ensemble de l'intelligence artificielle. Regardez, en Chine, ils ont inventé une petite peluche là, qui ressemble à un cochon d'Inde pour accompagner les enfants stressés. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. C'est bien si c'est accompagné avec les parents. Mais manifestement, le deal de cette société-là, c'est de se dire ça va substituer, les parents ne sont plus là pour s'occuper des enfants. Et donc, ils ont besoin de tendresse, etc. Autant leur donner une petite peluche, un peu malheureux quand même. Donc, comme disait Platon, on ne va pas soigner le corps sans l'esprit, il faut faire les deux. Notre problème de la médecine occidentale, c'est qu'on a un pied très vissé dans ce qui est physiologique et dans le corps et moins au niveau de l'esprit. Cet esprit, on commence à l'évaluer de plus en plus, même en cardiologie. Le stress, il n'y a rien à faire, ça sera inévitable. On ne va pas le gommer, surtout avec ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est très clair qu'il est là pour encore longtemps, mais je pense qu'il y a moyen dans cette balance de bien-être de favoriser ce qui nous est positif. Il n'y a pas de solution qui est simple, chaque situation va être différente. Le problème de la médecine actuelle occidentale, c'est que les médecins sont très mal formés. Les généralistes probablement un peu plus que les cardiologues. Mais si vous arrivez chez le cardiologue en commençant à déballer vos histoires de divorce, de bazar et compagnie, c'est pas le genre de choses qu'il va vouloir explorer parce qu'on s'éloigne de la tension artérielle, de la glycémie, du cholestérol, qui sont des valeurs numériques
qu'on peut doser, qu'on peut évaluer, alors que le stress et tout ça, les échelles d'anxiété, etc., ils ne connaissent pas bien, évidemment. Un vrai thérapeute est toujours nécessaire. Éviter, alors moi je suis d'accord de l'autonomie que le patient acquiert par des tensiomètres, des montres, tout ce qu'on veut, mais on tombe parfois dans les gourous parce que la santé mentale, c'est un marketing énorme et on risque parfois de tomber chez des thérapeutes, parce que thérapeute, c'est un terme qui n'a pas de valeur légale, hein. Tout le monde peut être thérapeute, hein. Thérapeute en ceci, thérapeute en ça, donc on tombe chez des gens qui n'ont aucune formation. Les médicaments, je pense qu'il faut absolument éviter d'utiliser les psychotropes, quoi. Il y a trop de prescriptions. C'est quasi automatique, beaucoup par les médecins généralistes. Et c'est malheureux, vous voyez, les statistiques, même chez les adolescents, on commence à être mis sous psychotropes quand on a 18 ans ou quand on a 16 ans, ça devient grave quand même. En Hollande, manifestement, il y a des filières qui sont nettement mieux définies en santé mentale et les médecins généralistes orientent très vite en santé mentale. Et c'est vrai que quand on a des thérapies comportementales, cognitives, les thérapies actuelles, hein, on ne parle pas de psychothérapie du 19e siècle, de Freud et compagnie, ça fonctionne relativement bien. Alors, les anxiolytiques, c'est des benzodiazépines. Évitez d'en prendre des benzodiazépines parce qu'il y a beaucoup de dépendance et il n'y a pas de relation entre même l'effet positif que vous auriez. Vous améliorez votre sommeil avec ce genre de psychotropes. Vous n'améliorez pas votre situation cardiovasculaire. Vous augmentez votre risque d'Alzheimer, ça s'est prouvé. Donc, et cette dépendance est parfois difficile à éliminer. Donc, les anxiolytiques type benzodiazépine, etc., c'est pas très bon. Les antidépresseurs, nous on est très prudents en cardiologie, ils sont contre-indiqués. Donc si vous avez déjà eu un infarctus, etc., il y a des antidépresseurs qui augmentent la mortalité. Donc on veut vous soigner le mental et on va détruire votre cœur. Donc il y a des incompatibilités qui sont importantes et on doit s'adresser à de la dépression sévère. Et la dépression sévère, c'est un psychiatre qui fait le diagnostic, c'est pas un psychologue. Et c'est le psychiatre qui doit faire la prescription, toujours après un bilan cardiologique. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ben oui, la phytothérapie, nutrition, sport, et je vais aller assez rapidement là-dessus pour vous donner les conseils que je pense vous connaissez, et ce qu'on appelle maintenant la médecine intégrative. La médecine intégrative qui est d'ailleurs promue par l'OMS, c'est-à-dire on connaît notre médecine occidentale qui est vissée dans des études objectives, des chiffres et tout ça qu'on a fait. Moi, je suis chercheur, donc c'est des choses qu'on fait bien. Mais il existe sur d'autres continents d'autres médecines qui vont combler des manques. Et ces médecines complémentaires ne traitent pas les phases aiguës. On ne va pas traiter un infarctus avec des feuilles de thé, ça c'est très clair. Mais de tout ce qui est chronique, tout ce qui est qualité de vie, tout ce qui est mental, il y a certainement de la place, même si on manque de validation. Et que peut-être qu'on n'en aura jamais, hein, parce que autant une substance qui diminue le cholestérol, je fais une prise de sang, je vois où je vais, autant la psychothérapie, la personne va me dire je vais mieux, quoi, mais je ne peux pas doser véritablement son état psychologique de manière aussi, je dois me fier à ce qu'elle me dit en fait, en d'autres termes. Bien respirer, moi je dis toujours à mes patients, l'hyperventilation, très mauvais. Apprenez la cohérence cardiaque, alors il y a la respiration 4-7-8, cohérence cardiaque, etc. Ça active le nerf vague. Et en plus du nerf vague, quand vous respirez par le nez, et vous respirez par le diaphragme et non pas par les muscles accessoires, vous activez, en respirant par le nez, la production d'un gaz nocif dans l'atmosphère qui est le NO et qui est extrêmement favorable au niveau cardiovasculaire. Le NO, c'est du monoxyde d'azote qui est produit par nos vaisseaux naturellement quand ils sont en pleine forme. Et respirer par le nez augmente la production de NO. Et respirer par le nez diminue aussi la stimulation du système limbique. Donc, ça a été prouvé par la méditation, par la cohérence cardiaque, que vous stimulez moins votre système limbique et vous diminuez votre niveau de cortisol. Donc, c'est prouvé. Cohérence cardiaque, expiration 5 secondes, inspiration 5 secondes, où vous pouvez allonger un petit peu cette expiration. Faites juste ça 5 minutes 2 fois par jour. C'est mis dans les montres, hein. Donc dans les montres de type Apple Watch, il vous rappelle de temps en temps de faire un peu de cohérence cardiaque et vous pouvez suivre le rythme de cette cohérence cardiaque. Vous faites 2-3 fois par jour. Si vous avez des petites palpitations, vous sentez votre cœur un peu trop rapide, des extrasystoles, des petites irrégularités, vous faites ça dans votre fauteuil le soir. Il faut être assis, tranquille
et se concentrer sur la respiration. Donc, il faut y mettre un petit peu de méditation, si vous voulez, pas penser à vos problèmes de la journée, et ça fonctionne très bien. Faire du yoga, c'est magnifique. Toutes ces techniques, hein, le yoga, l'effet Mozart de la musique, faire des activités récréatives, etc., ont un impact majeur sur le développement des maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Parce qu'on active toujours notre système de relaxation, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est additionnel. Le sport, je médite pour l'activité physique et il n'y a pratiquement jamais de contre-indication à faire de l'activité physique. Même un patient qui est en attente de greffe cardiaque, on va continuer à faire de l'activité physique avec lui. Mais il faut changer son comportement. On n'est pas dans un état de motivation. La motivation, ça dure 1 semaine, 2 semaines et puis c'est fini. Mais il faut s'imposer des règles. Et c'est vrai qu'il y a trop d'adolescents, d'adultes devant la télé, devant les écrans, etc. Ce temps devrait être mis à profit pour faire de l'exercice physique. Vous augmentez les chances de réduire votre tabagisme, vous augmentez votre masse maigre, les muscles. Quand vous perdez du poids, vous perdez du muscle. Il ne faut pas perdre du muscle parce que c'est celui-là qui consomme le plus. Et donc, il faut perdre du gras. Mais donc, ça, vous allez le faire avec l'activité physique. Moins d'infarctus, moins d'hypertension, de diabète, cancer du sein, cancer du côlon, fracture, dépression, déclin cognitif. Donc, en fait, quand on voit les statistiques ici, par rapport à un antidépresseur, c'est vraiment le message. L'antidépresseur ne sauve pas des vies, il augmente la mortalité, il pousse les gens vers la dépendance, etc. L'activité physique est tout aussi efficace sans avoir les effets secondaires et en plus en diminuant la mortalité des gens. Parce qu'on diminue le risque cardiovasculaire, mais on diminue aussi le risque de cancer et surtout de récidive de cancer. On dit comment on peut expliquer ça? Par l'épigénétique. Donc ça, on est convaincu. Pourquoi on fait moins de cancer du sein, moins de récidive de cancer du sein? C'est que l'activité physique augmente l'émergence de gènes qui sont protecteurs et correcteurs des anomalies génétiques qu'on peut avoir. Et ça, on est certain qu'il y a une relation. Donc cette fameuse épigénétique. Et puis alors, ça diminue l'Alzheimer et le risque de démence. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous faites de l'activité physique, vous augmentez la circulation de votre liquide céphalorachidien. C'est le liquide dans lequel baigne le cerveau. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que vos 85 milliards de neurones, ils consomment 4 grammes de sucre par heure. 4 grammes de sucre par heure, c'est-à-dire 20% de tout votre métabolisme. C'est le cerveau qui ne pèse qu'1,5 kg. Mais donc, quand on consomme de l'énergie, c'est comme les voitures, hein, vous consommez de l'essence, vous avez des déchets. Et le cerveau produit énormément de déchets. Et une façon d'éliminer les déchets, c'est par la circulation du liquide céphalorachidien. Et on sait qu'il circule beaucoup mieux quand on fait de l'exercice physique. Donc, quand vous faites du sport, vous augmentez cette circulation et l'élimination des déchets. La marche, probablement une des meilleures activités physiques à faire parce que quand on marche beaucoup tous les jours, 10 000 pas par jour, ça représente 8 km, c'est-à-dire 90 à 120 minutes par jour de marche. Si vous habitez sur Bruxelles, que vous venez en métro, ben essayez de descendre 2-3 stations avant d'arriver. Et vous continuez à pied et vous aurez votre capital de pas. Vous allez me dire, oui, c'est un petit peu trop simple. Non, non, la marche a nettement été corrélée avec une diminution du risque cardiovasculaire. Et puis, quand vous marchez, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous pensez à autre chose, vous pensez à des tas de bazar, etc. On est plutôt bien quand on fait de la marche, etc., plutôt que d'être comprimé dans sa voiture, dans la circulation ou dans le métro. Donc, moi, je plaide pour ça. L'obésité, on a trop d'obèses, 1 milliard d'obèses sur la planète maintenant, 50% des adultes en surcharge pondérale. C'est un gros problème et les maladies mentales sont fortement liées à l'obésité. Donc, plus vous êtes stressé, plus vous avez de risques d'obésité. Hypertension, diabète, hypercholestérolémie, le foie gras, etc. Les problèmes psychologiques dont on a parlé, surtout chez les femmes. Et vous voyez, le 25 mars, donc c'était hier, les compléments alimentaires amaigrissants, ça ne marche pas. Là, j'en vois des tas qui viennent à la consultation avec des pilules de toutes sortes qui ne servent à strictement rien. Ce qu'il faut faire, c'est maigrir un petit peu et longtemps et avoir des objectifs raisonnables. C'est tout, voilà. Et cumuler le régime avec peut-être une psychothérapie si c'est nécessaire et de l'exercice physique. Et l'alimentation, ben, je terminerai avec 2 choses. L'alimentation, ce qui marche le mieux en termes de régime au niveau cardiovasculaire et au niveau de stress, même au niveau de cancer, c'est le régime méditerranéen.
Alors, je ne dis pas que c'est le meilleur du monde, mais en tout cas, on sait que ça marche bien. Alors, pourquoi ça marche bien? Parce qu'on va se concentrer sur des produits frais, première chose. On va diminuer le sel dans l'alimentation, on va éviter l'alcool et on va manger ensemble en famille. Donc ça, c'est tous les éléments qui interviennent. C'est-à-dire, il faut un repas familial ou entre amis, etc., qui doit durer au moins 20-30 minutes, le temps de manger tranquillement, de s'installer et ne pas manger tous dans son petit coin, un peu du n'importe quoi. Donc le régime méditerranéen, diminution du risque cardiovasculaire. Les priorités ici pour mieux manger sont reprises sur la Ligue cardiologique belge et tout est accessible en ligne. Et je terminerai juste par l'alcool, parce que l'alcool est aussi un énorme facteur de risque au niveau cardiovasculaire. On y évite dans les consommations alcooliques excessives. Première cause de mortalité chez les moins de 30 ans, comme vous voyez les statistiques ici. On n'aime pas, ça donne l'insuffisance cardiaque, des arythmies. Et une fois qu'on est dedans, c'est difficile de s'en sortir. 4% des cancers sont liés à l'alcool. Et les consommations, elles sont en augmentation depuis le lockdown. Donc les gens sont tombés dans l'alcool, vous voyez, 6% de dépendants. La tournée minérale en Belgique, il n'y avait que 15% des Belges qui ont participé, donc ça fait quand même encore beaucoup de monde qui n'y a pas participé. Donc je pense qu'il faut aussi au niveau politique faire comme pour le tabac. La publicité pour l'alcool, elle est tout à fait autorisée dans tous les lieux, etc. Et je trouve ça bien dommage parce que nous, on en voit les dégâts. Donc, pour conclure, je dirais, voilà, le stress n'est pas qu'une fatalité, c'est une réaction qu'on va avoir qui est normale, mais je pense qu'on peut la détourner. Le stress, on peut le détourner de manière positive pour aller de l'avant. Je pense qu'il faut arriver à gérer son temps, pas toujours être dans l'urgence et accepter tout. Il faut de la résilience. La lenteur, moi j'aime ça. Je dis, il faut prendre son temps pour tout. Vous voyez, parfois, il y a des choses qui nous demandent d'être un peu plus réactifs, c'est évident. Mais voilà, essayer d'apprendre à dire non quand il faut dire non, ou en tout cas demander des délais supplémentaires quand vous avez des choses à faire et rien à faire. On ne peut pas faire le monde en un jour. Faire de l'exercice physique, bien s'alimenter, éviter les addictions, surtout le sucre, l'alcool, ça c'est vraiment essentiel parce qu'on sait que c'est générateur de beaucoup de problèmes et pas que cardiovasculaires. Je vous remercie pour votre attention à tous. À côté des applaudissements en salle, vous avez tout ce qui défile à l'écran, de presque 300 personnes qui ont assisté à votre conférence. Je mentionne excellent, très intéressante. Tout le monde qui demande si elle est enregistrée, la réponse est oui. Elle sera sur notre chaîne YouTube. Les slides seront distribués, oui, bien évidemment. Il y avait une seule question qui était plutôt technique, qui était comment mesurer la fibrillation qui engendre un AVC. Donc la fibrillation ne se diagnostique que sur un électrocardiogramme. Donc c'est ça la difficulté, c'est que si on n'a pas un électrocardiogramme, c'est-à-dire des électrodes collées sur le thorax qui font le diagnostic, on ne l'a pas. Sauf que dans la montre, les montres connectées de type Apple Watch, par exemple, ou Withings, je n'ai pas envie de citer certaines marques, mais il y a un électro maintenant. Donc, vous pouvez enregistrer un véritable électrocardiogramme et montrer à votre cardiologue ou à votre médecin généraliste. Voilà ce qu'au moment où j'avais des palpitations, des douleurs et des choses comme ça, j'ai eu un événement et je me suis enregistré un électrocardiogramme. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, moi, je vais faire le diagnostic. Donc, c'est vrai que si vous avez des montres de type Apple Watch, vérifiez que c'est activé. Regardez le mode d'emploi, regardez comment vous pouvez vous-même prendre de temps en temps un électrocardiogramme. Et quand vous prenez votre électrocardiogramme, c'est extrêmement simple à faire. La montre automatiquement va lancer une intelligence artificielle derrière qui va faire de l'autodiagnostic. Alors, ça peut se tromper, mais en général, c'est assez fiable. Je pense que vous avez aussi trouvé beaucoup de clients parce qu'il y a plein de collègues qui nous demandent s'ils peuvent prendre rendez-vous avec vous pour une consultation. Bon, j'imagine qu'il est complètement possible de le faire. Oui, oui, moi je vais juste dire des choses. Donc moi je vais un peu déborder, mais je suis voilà, moi j'ai prix mutuel, il n'y a pas de privé, c'est à Saint-Luc, donc il y a un peu de liste d'attente, mais toute personne qui veut faire du diagnostic dépistage est le bienvenu évidemment, il n'y a aucun souci.
Merci. Il va être impossible, chers collègues, de répondre à toutes les questions, justement, parce qu'on n'est pas dans une consultation collective. Bon, il y a une question qui est, est-ce que le stress peut aussi causer des spasmes coronaires et comment peut-on les détecter ex ante et ex post? Oui, donc le spasme coronaire, c'est comme le Takotsubo, en fait, ça peut aller jusqu'à l'infarctus ou pas jusqu'à l'infarctus. Le spasme coronaire survient souvent la nuit, en fait. Donc, les gens se réveillent pendant la nuit avec une forte douleur dans la poitrine et le spasme va durer à peu près une vingtaine de minutes et puis en général, la douleur va disparaître. Donc, c'est un diagnostic qui n'est pas facile à faire. Mais si des gens ont des symptômes plus ou moins équivalents aux douleurs on ressent dans l'angine de poitrine ou en cas d'infarctus, on peut faire des tests additionnels pour rechercher ce genre de choses. On nous dit que l'électrocardiogramme ne fonctionne pas sur les montres en cas de personnes avec un pacemaker. Bon, Si, ça marche avec les stimulateurs cardiaques, sauf que le signal va être peut-être parfois un peu plus difficile à interpréter, mais la montre va probablement pas pouvoir faire l'autodiagnostic, mais le médecin pourra déjà regarder. Oui. Dernière question. Nos collègues nous disent que vous avez parlé très peu des facteurs héréditaires. Dans quelle mesure sont-ils importants dans les risques cardiaques? Oui, c'est un bon point. J'en ai pas parlé parce que de fait, c'est non modifiable, hein. On arrive avec notre capital génétique qu'on ne va pas pouvoir trop modifier. Ça augmente de fait le risque par certains éléments. Un des éléments qu'on connaît bien, c'est le cholestérol. Donc l'hypercholestérolémie familiale, qui n'est pas très fréquente, mais expose à faire des infarctus à un âge jeune. Donc, dans la famille, lorsque l'on a une histoire d'infarctus avant l'âge de 35 ans, d'angine de poitrine, de mort subite avant l'âge de 35 ans, ça soulève toujours la piste éventuelle d'un trait génétique. Et moi, je dis toujours, s'il y a une ou plusieurs personnes dans la famille dont l'évolution cardiovasculaire a été manifeste à un jeune âge, il faut faire du diagnostic précoce. Ça peut être du cholestérol, ça peut être d'autres paramètres biologiques, mais c'est des choses qu'on prend au sérieux, très certainement. Une question dans la salle, oui? Mettez-vous au téléphone. Les micros. Marco Pino, deux questions très brèves. Vous avez parlé des bénéfices du sport. Ce que je vois souvent entre les collègues que je côtoie à n'importe quel âge, c'est qu'ils n'ont pas, souvent, ils n'ont pas la conception de qu'est-ce que c'est l'endurance fondamentale, ou disons à quel niveau faut-il s'entraîner pour avoir des bénéfices et pas des séquelles qui malheureusement on voit souvent chez certains de nos collègues. Et la deuxième chose, j'ai lu en partie, disons, j'ai survolé votre livre très intéressant. Je voulais un peu un éclaircissement sur, je vous vois très froid sur tout ce qui est rééquilibrage hormonal. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je voulais un peu comprendre pourquoi. Est-ce que c'est une limite absolue ou bien voilà, je m'arrête là, merci. Donc, au niveau de l'activité physique, tout dépend des objectifs qu'on veut avoir et puis sur le terrain sur lequel on fait cette activité physique. Je parle de notre terrain, est-ce qu'on a des facteurs de risque? Est-ce qu'on est un homme ou une femme? Les femmes font très rarement des accidents cardiaques pendant le sport. Les hommes plus souvent, toujours entre 40 et 50 ans, avec des facteurs de risque, souvent avec une reprise du sport après une interruption pendant de longues périodes. Des gens qui ont du surpoids, de l'hypertension, on leur a dit c'est bien que vous alliez faire du sport, alors ils mettent des baskets et puis ils s'en vont en forêt de soigne et puis on va les réanimer parce qu'ils ont fait une mort subite. Donc quand on a un facteur de risque au-delà de 40 ans, il faut passer chez un cardiologue quand même, faire un ECG, prendre sa tension, faire une test d'effort, une échographie, des choses comme ça c'est indispensable. L'endurance fondamentale, donc on fonctionne à 60-70% de la fréquence cardiaque maximale.
C'est un petit peu plus que de la marche rapide en général pour les gens. C'est très peu délétère sur le plan cardiovasculaire. On consomme pas mal d'énergie, moins que si on fait des intervalles training, par exemple. Les intervalles training sont plutôt réservés à des gens qui ont des objectifs de course. Ils veulent faire les 20 km en 1h30 ou des choses comme ça. Dans un intervalle training, on essaie de courir pendant plusieurs minutes au maximum de ses capacités. Là, ben, vous augmentez fortement votre tension, votre fréquence cardiaque et donc le risque cardiovasculaire, c'est évident. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, on s'expose quand même à plus de risques. Quand on fait un intervalle training, on consomme aussi beaucoup plus d'énergie. Donc, si on a du poids à perdre, etc., ben, c'est sûr que ça va accélérer la perte de poids. Mais le côté face de cette histoire-là est contrebalancé par le risque d'avoir un événement pendant le. Donc moi, je dis dans les entraînements, faites 80% d'endurance fondamentale après être passé chez un cardiologue et 20% d'intervalle training si vous avez un objectif vraiment de course. L'endurance fondamentale, c'est déjà très très bien. Donc la deuxième question, c'était sur les hormones, la dopamine, sérotonine, des choses comme ça, j'imagine. J'ai lu votre commentaire sur la DHEA, par exemple. Donc, je voulais un peu comprendre parce que je pense qu'il y a certains de nos collègues qui vont consulter un endocrinologue, que ça soit en phase de préménopause, ménopause ou bien autre chose. Donc, je voulais un peu comprendre. Voilà. Ouais. Donc, c'est une bonne question. Et surtout, la DHEA, dans une certaine époque, a énormément été plébiscitée. Et il y a un marketing énorme sur la DHEA c'est un peu l'hormone de jouvence. Hein. Donc, avec ça, on ne vieillit pas, on a une vie sexuelle parfaite, on dort bien, on a un super moral, etc., etc. Et en fait, rien de tout ça n'est vraiment vrai, quoi. Les seules indications, c'est quand il y a un vrai déficit qui est objectivé par un endocrinologue. Par ailleurs, comme c'est une hormone, elle peut augmenter, elle peut avoir des effets secondaires. Et un des effets secondaires, enfin plus que secondaire, c'est une des complications, c'est tous les cancers hormonodépendants. Donc, c'est le cancer du sein, cancer d'utérus, etc., peuvent naître d'une substitution. Donc, il y a des risques quand même qui sont quand même majeurs à ce point de vue-là. Donc, il n'y a plus de substitution ipso facto qu'on va donner parce que vous approchez de la ménopause, etc., quoi. Ouais, il reste quelques petites niches, mais c'est vraiment pas au cardiologue à décider. L'hormonothérapie chez la femme, puisqu'on sait que les œstrogènes et leur climat hormonal offrent une protection contre le risque d'infarctus et de maladie cardiovasculaire, et ce qui explique probablement les 7 années de délai entre un homme et une femme pour l'infarctus, les femmes ayant des infarctus beaucoup plus tard que les hommes. Cette protection va disparaître au moment de la ménopause. Alors, est arrivé évidemment les substitutions hormonales pour compenser cette perte-là. Et on sait qu'avec les substitutions, il peut y avoir une augmentation du risque, en fait. Surtout quand on prend des hormones qui sont super dosées, etc. Donc là, d'office, il faut passer par un gynécologue et pas par le médecin généraliste lors des prescriptions. Parce qu'on sait que si vous avez de l'hypertension artérielle, par exemple, ça devient des contre-indications. Donc, il y a quand même des choses à respecter avant de mettre tout le monde sous substitution hormonale. Après, il y a aussi juste les compléments alimentaires. Je voulais quand même dire un truc. C'est que la dopamine, elle vous rend heureux, la sérotonine vous rend heureux, etc. Et qu'on sait qu'on a moins de sérotonine, alors on est en état de dépression, moins de dopamine aussi, on est en état un petit peu d'affaiblissement. Aucun complément alimentaire n'augmente la dopamine ou la sérotonine dans votre cerveau, quoi. Malgré tout ce qu'on puisse lire. Deuxième complément alimentaire que vous allez avaler, il est dans le tube digestif. Il faut déjà qu'il passe le tube digestif, donc il doit être absorbé, puis il est dans le sang. Et avant d'arriver dans le cerveau, il y a plusieurs barrières à passer. Donc, il est très peu probable que l'alimentation puisse influencer votre niveau de dopamine ou de sérotonine, et encore moins les compléments alimentaires qui coûtent bien cher. On ne peut que vous remercier. Les remerciements qui vous sont adressés sont en forme de cœur, tout à fait en phase avec tout ce que nous sommes en train de dire. Les collègues vous remercient pour votre présentation magistrale. Moi, je ne peux que vous remercier, chers collègues, pour votre participation tellement passionnée, intéressante et nombreuse.
Il y a plein de cœurs qui défilent à côté de notre écran. Naturellement, je vous invite à acheter les livres de notre professeur et nous allons aussi contribuer nous-mêmes, mais je vous invite aussi à faire un geste de solidarité à l'égard de l'association à qui les bénéfices du livre ont été destinés, qui est la chaîne de l'espoir. Vous allez retrouver tout ça sur notre site. Je pense que parmi les choses qui aident à améliorer aussi sa santé mentale et cardiaque, il y a des gestes de solidarité qui sont très utiles, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Le bonheur qu'on apporte aux autres, parfois, ça nous rend encore plus heureux que celui qu'on peut s'apporter soi-même. Donc, merci vraiment pour tout cela et nous allons continuer avec d'autres initiatives tellement intéressantes. Et vous allez avoir beaucoup de clients, monsieur le professeur. Merci encore. Merci à tous.